Bien, mesdames, messieurs, chers collègues, bonjour. Merci pour l'invitation. Donc, au menu du flash de ce jour, donc cette publication qui a été publiée dans le JAMA Open Network fin d'année passée, disons online et papier en janvier 2025, et donc qui va essentiellement parler de l'usage du calcium corrigé, qui, je vous le rappelle, est un des tests les plus fréquemment prescrits que l'on a en Suisse. C'est dans le top 10, que ce soit au niveau hospitalier ou ambulatoire. Et ce, malgré le fait qu'il y a d'importants caveats à son usage qui sont très régulièrement omis et qui sont vraiment le sujet de cette étude. Et finalement, dont les conclusions des auteurs pourraient aussi très bien être paraphrasées par « faut-il continuer de corriger le calcium » ou plutôt se poser la question de savoir s'il ne faut pas commencer à corriger nos attitudes médicales de prescription. Donc c'est un petit peu en substance ce que nous propose ce papier. Donc quelques éléments de contexte pour rappel. Donc le calcium circulant dans l'organisme existe essentiellement sous deux formes. Une forme libre, le calcium libre, qui représente à peu près 50% de la totalité du calcium disponible en circulant. L'autre moitié, c'est une forme complexée. La vaste majorité se trouve complexée, comme vous le savez, essentiellement à l'albumine, mais il n'y a pas que l'albumine qui peut fixer le calcium, il y a également toute une série de globulines. Ça peut avoir son implication dans certaines pathologies, on verra un petit peu ça plus tard. Et l'autre fraction minoritaire est cette fraction ici liée aux anions. Donc lorsque vous mesurez le calcium total et le calcium corrigé, vous mesurez la totalité du calcium qui se trouve sur ces trois compartiments. La partie ultrafiltrable du calcium, on n'utilise plus vraiment, ça représente le calcium qui est biodisponible dans l'organisme en circulant. Et puis donc, comme vous le savez, le calcium ionisé, c'est ce calcium libre qui représente la forme qui est biologiquement active et cliniquement pertinente. Le calcium ionisé se mesure par potentiométrie directe avec des électrodes sélectives. Je vous passe les détails. C'est un test qui n'est pas disponible sur les automates embarqués dans les laboratoires, on va dire, centralisés, pour une simple raison, c'est que les contraintes préanalytiques de ce dosage sont extrêmement importantes, raison pour laquelle on préfère faire ces dosages uniquement en POCT. Le calcium total, lui, se mesure par des méthodes colorimétriques qui sont également sensibles à différents aspects comme pH protéines. Ce que vous avez ici, c'est un résumé des principales méthodes de dosage du calcium total. Vous avez méthode colorimétrique, absorption atomique, ICP-MS. Ce qui est important à retenir ici, c'est que nous, on utilise des méthodes colorimétriques comme l'ensemble des laboratoires de routine. Il existe différents chromophores ou différents chélateurs de ce calcium qui sont actuellement à disposition, avec tous des spécificités relatives pour le calcium. Ça, c'est un élément relativement important. Globalement, le principe de ces méthodes colorimétriques, c'est simple. Vous prenez un chélateur de votre calcium qui est plus ou moins spécifique de cet ion divalent. Vous mettez dans des conditions stringentes pour assurer que la totalité du calcium circulant soit libre pour être fixée par ce chélateur. Et puis lorsque vous avez la formation de ce complexe avec votre chélateur, eh bien, vous avez de quoi faire des mesures spectrophotométriques qui vous permettent de quantifier directement, disons, votre calcium total. Calcium corrigé, c'est exactement la même chose que le calcium total, simplement on rajoute juste dans l'équation le dosage de l'albumine. Et il existe actuellement plus de 20 formules différentes pour corriger le calcium. Historiquement, on utilise tous la formule de Payne qui date de 1973, donc ça commence à dater un tout petit peu. C'est la plus utilisée, c'est celle qu'on utilise aussi au niveau des HUG. Et je pense qu'un point qui est extrêmement important, c'est qu'il faut bien comprendre que cette formule initiale, comme toutes les formules de calcium corrigé à l'exception d'une, ont uniquement pour but de mieux refléter le calcium total, mais en aucun cas d'être un surrogate de calcium ionisé. Ça, c'est important parce que très souvent, au fil du temps, on se dit « Ah, calcium corrigé, c'est un meilleur surrogate que le calcium ionisé ». Et ça, c'est un gros problème d'interprétation potentiellement. Les limitations de cette formule de Payne, c'est qu'initialement, ça a été validé que sur 200 patients hospitalisés. C'est pas ce que ça vaut pour des populations suivi en ambulatoire par exemple, et puis surtout qui se base sur une méthode analytique complètement obsolète, c'est la Cresol-Phtalein complexone. Bon voilà, bref, c'est un nom un peu barbare, mais qu'on n'utilise actuellement plus en raison de son absence de spécificité. Et on sait que globalement, cette formule et les autres, on verra par la suite, ont une tendance à surestimer la calcémie
et en particulier dans les situations où on en aurait plus besoin, tout ce qui est en lien avec les hypoalbuminémies, etc. On reviendra là-dessus. Vous avez ici un petit tableau récapitulatif que je vous montre uniquement pour illustrer un concept, c'est que toutes ces formules, à l'exception de deux, elles reposent toutes sur la même chose. C'est toujours le calcium total, un espèce de facteur de correction qui est extrêmement proche l'un de l'autre, avec lequel on intègre des corrections par l'albumine. La seule parmi ces formules qui pourrait être un surrogate du calcium ionisé, c'est la formule de Pecard ici. Vous voyez qu'on intègre non seulement l'albumine, mais la créatinine et le pH. La problématique, c'est qu'on ne peut pas le faire pratiquement de nouveau en raison de ces contraintes préanalytiques par rapport à la mesure du pH. À cela s'ajoute donc toute une série de biais qui peuvent être potentiellement méthodes dépendantes par rapport au dosage de l'albumine. Au HUG, on utilise cette méthode-là. La seule chose qu'il faut retenir à ce stade, c'est que ce bromocrésol vert n'est pas tant spécifique que ça pour l'albumine. Elle peut se lier aussi à toutes les autres protéines chargées négativement, dont les alpha et les gamma-globulines. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque vous avez une inflammation, une situation de maladie tumorale, potentiellement, vous pouvez avoir d'importantes surestimations de vos valeurs de calcium corrigées. Nous n'utilisons ici pas les méthodes immunologiques. Et donc, le cumul de ces biais analytiques fait qu'il existe en général une corrélation, on va dire, au mieux moyenne, entre le calcium ionisé et le calcium corrigé, et des corrélations qui ne sont pas optimales non plus entre le calcium corrigé et le calcium total lui-même. Et donc, ceci explique en bonne partie une controverse de longue date qui est issue de toute une série d'analyses en général rétrospectives, monocentriques, qui montrent quand même quelque chose d'assez clair, c'est que si on utilise dans des situations particulières comme l'insuffisance rénale chronique, les soins aigus, l'âge avancé, le calcium corrigé, eh bien on a plus de risque d'erreur de classification que si l'on utilisait le calcium total. C'est quand même assez contre-intuitif et c'était important de le mentionner ici. Et c'est exactement sur cette thématique que s'ancre le but de cette étude qui est le sujet aujourd'hui. Donc il s'agit d'une étude populationnelle générale adulte qui a été effectuée dans la province d'Alberta au Canada, critères d'inclusion âge supérieur à 18 ans, avec l'obligation d'avoir des données de calcium disponibles dans le dossier électronique du patient. Donc on parle d'un bassin de population de 4,3 millions d'habitants. C'était une étude rétrospective qui portait sur 7 ans et de type observationnel cross-sectionnel. Donc globalement, ça s'est passé comme ça. On a pris sur cette base de données sur les 7 années précédant la publication, eh bien, la totalité des résultats qui étaient disponibles. Il y avait plus de 7 millions de calcium total disponibles dans le DEP. Vous en aviez 1 million et des broutilles pour le calcium ionisé en raison des critères d'exclusion qui consistaient à exclure toutes les valeurs qui n'étaient pas liées exactement au même patient et qui n'étaient pas prélevées exactement le même jour et la même heure. Vous vous retrouvez à la fin de la journée avec 22 000 analyses disponibles sur un collectif de 8 millions. Et puis pour le calcium corrigé via l'albumine, on passe d'environ 7 millions à la fin à 10 000 patients pour lesquels vous avez ces analyses qui sont disponibles. Donc vous voyez qu'il y a un taux d'attrition qui est supérieur à 90%, même 99%. Critères d'adjudication, c'était relativement simple, corrélation et concordance entre ces différents aspects du calcium par rapport au diagnostic de dyscalcémie selon le calcium ionisé. Les statistiques ont été relativement élémentaires avec des régressions linéaires, des taux de concordance et des analyses de Blunt-Altman. Donc, premier résultat ici, vous avez dans cette table à gauche un résumé des données démographiques de base. Ce qui est intéressant de noter ici, c'est qu'en termes de population qui a été incluse dans cette étude, vous voyez que globalement, le 2/3, c'était de l'hospitalier, avec une partie ici, 30% de population aiguë, et puis le tiers restant, c'était essentiellement de l'ambulatoire. Selon les résultats de calcium ionisé sur cette cohorte, vous aviez environ la moitié des patients qui étaient normocalcémiques, 37% qui étaient hypocalcémiques et 10 à 11% restants qui étaient hypercalcémiques. Les patterns de prescription ici, en pourcent des demandes vous sont résumés. Donc la moitié, c'était calcium total plus
albumine, donc autrement dit calcium total et corrigé. Calcium total seul, 44%, et puis les prescriptions de calcium ionisé, à peine 1%. Et vous voyez ici la distribution de ces patterns de prescription en fonction des patients. Le calcium ionisé, sans grande surprise, c'était à plus de 90%, essentiellement pour les patients hospitalisés. Pour le calcium total, ici, c'était à peu près moitié-moitié hospitalisé versus ambulatoire. Puis vous voyez que le calcium total et corrigé, c'était essentiellement sur les patients suivis en ambulatoire. Alors, passé ces éléments descriptifs, on nous présente ensuite des graphiques de Bland-Altman, alors c'est une statistique un peu particulière que les labos connaissent relativement bien, qui n'est rien d'autre qu'une appréciation visuelle des biais analytiques lorsque vous comparez deux méthodes. Comment ça marche? Eh bien, vous avez ici sur l'axe DX simplement la moyenne des deux mesures que vous obtenez. D'accord? Donc là, ici, sur le graphe A, on vous fait la moyenne du calcium ionisé par rapport au calcium total. Et puis sur l'axe des Y, ici, c'est la différence obtenue entre ces deux analyses, étant entendu, avec la bande ici en trait trié à 95%, étant entendu que si vous aviez deux analyses qui montrent exactement la même chose, eh bien vous devriez être à l'intérieur de cet intervalle à 95% et idéalement collé sur cette ligne, on va dire, d'iso-comparabilité, si on veut bien, à ce niveau-là. Donc on voit que ce n'est absolument pas le cas et on voit que sur les valeurs basses, on a passablement plus d'outliers qu'au milieu et également sur les valeurs hautes. Ici, c'est ce que vous avez lorsque vous comparez le calcium ionisé avec le calcium total. Ici, c'est le même concept, mais avec le calcium ionisé versus la formule de Payne, qui est cette formule que l'on utilise. Et ici, c'est la même chose, mais avec la version simplifiée de cette version de Payne. Alors là, il faut vraiment préciser d'emblée que tout ce qu'il faut retenir de ces graphes, c'est que clairement, ces différentes comparaisons vous montrent que ces méthodes ne sont absolument pas interchangeables. La problématique des analyses de Bland-Altman, c'est qu'il n'y a aucune inférence statistique. Vous n'êtes pas en mesure de déterminer des biais proportionnels ou constants. Suit la présentation de résultats sous forme de régression linéaire. Vous avez ici la régression linéaire entre calcium ionisé et calcium total. Vous voyez ce phénomène en U ici sur le début de la courbe pour les valeurs basses où votre calcémie totale surestime la calcémie réelle par rapport à la calcémie ionisée. Et puis ici ensuite par un code couleur, et c'est relativement difficilement lisible, vous avez toutes les valeurs qui sont congruentes dans l'une ou l'autre de ces méthodes analytiques, voire des deux. On va faire simple ici. Tout ce qui est congruent entre ionisé et total correspond à ces régions ici en vert et qui vous donne ce R carré ici à 72%. Puis vous voyez que si vous utilisez la formule de Payne, donc la formule de calcium corrigée, la plus fréquente, eh bien vous voyez que vous diminuez le taux de bonne classification entre ces deux méthodes, et tout ça a été développé pour l'ensemble des 10 formules qu'on a actuellement à disposition. Je vous en fais grâce ici, elles sont très bien résumées ici dans ce tableau du R carré qui montre que globalement il n'y a aucune de ces méthodes qui montre avec le calcium ionisé un taux de corrélation qui serait supérieur aux 95% souhaité. Ce qui est peut-être plus intéressant, c'est ensuite cette analyse, disons selon un tableau à double entrée, du taux de concordance entre les diagnostics d'hypo normaux et hypercalcémie selon le calcium ionisé, qui est donc le gold standard ici. Donc il vous fait cette classification en verticale et en horizontale, eh bien, les classifications correspondantes en utilisant soit la formule de Payne standard, la simplifiée ou le calcium total. Donc globalement, lorsque vous regardez ces chiffres en détail, vous voyez que vous avez 30% des patients qui, selon la classification de Payne standard, donc calcium corrigé, auraient été classés en normocalcémie, alors qu'ils étaient clairement en hypocalcémie, selon la méthode ionisée. Donc un faux négatif de l'ordre de 30% pour les hypocalcémies si on utilise la formule de Payne, donc le calcium corrigé. Vous voyez aussi que ceci s'accompagne, ce qui est un tout petit peu logique. Si vous avez une surestimation, vous pouvez aussi avoir des problèmes de faux positifs. C'est ce que vous observez ici. Vous aviez 7,5% de patients qui étaient jugés hypercalcémiques selon cette méthode de calcium corrigé, qui étaient en fait normocalcémiques au calcium ionisé. Et donc vous voyez, si vous ensuite, colonne du bas, un copier-coller de ces résultats par rapport, disons, à ce risque de faux négatif et de faux positif. Et puis par contre, ce qui est intéressant ici, c'est de comparer ceci
avec les valeurs qu'on a au niveau du calcium total. Vous voyez qu'on passe d'un taux de faux négatif ici de 30% à 15%. Alors ok, c'est quand même significatif, mais une baisse qui l'est également. Puis vous voyez que vous diminuez également passablement le taux de faux positifs. Ensuite, dans une analyse de sensibilité, les auteurs se sont intéressés à regarder dans quelle mesure ceci était reproductible ou non chez les patients avec une hypoalbuminémie, donc inférieure à 30 grammes par litre. Vous voyez ici que lorsque vous utilisez la formule de calcium corrigée, eh bien vous augmentez en fait le taux de mauvaise classification par rapport au faux négatif en hypocalcémie. Vous passez de 30 ici à 45%. Et puis vous augmentez aussi passablement le taux de faux positifs pour les hypercalcémies en passant de 7,5 globalement à 14 à la louche. Et vous voyez également que par rapport au fait d'utiliser la calcémie totale, eh bien, on est nettement meilleur que si on utilisait le calcium corrigé. Donc, les limitations proposées par ces auteurs sont essentiellement la nature rétrospective de l'étude, l'hétérogénéité analytique, c'est vrai, on n'a pas le temps d'aborder trop ce sujet-là, et qu'il n'y avait pas d'analyse de sous-groupe en fonction de l'âge, la fonction rénale ou du statut acido-basique, et puis également le fait qu'il n'avait pas de démonstration formelle que toutes les analyses d'albumine prescrites étaient réellement faites pour calculer finalement le calcium corrigé. Tout à fait correct. Et donc sur la base de ces résultats, les auteurs concluent clairement que finalement il n'y a aucune raison, il ne devrait y avoir aucune raison à utiliser le calcium corrigé si le calcium total est disponible, en particulier en contexte d'hypoalbuminémie. Et il nous invite donc à reconsidérer notre pratique parce que l'usage non réfléchi de cette calcémie corrigée peut donner lieu à des mauvaises classifications du statut calcique des patients. Je pense que sur ce qu'il faut insister également, en plus de ces conclusions et limitations, c'est le taux d'attrition important. Les analyses qu'on nous présente, c'est moins de 1% des calcémies initiales. Ça s'explique tout à fait normalement, ce n'est pas un problème, mais ça peut, pour des raisons naturelles, induire des biais de sélection qu'il conviendrait de revérifier de manière prospective. Je pense que cette analyse ici manque d'analyse statistique réellement qui permet vraiment d'avoir des inférences statistiques sur ce qu'on nous présente. La plupart des différences observées ne se sont pas accompagnées de tests de significativité. Lorsque vous comparez la performance diagnostique de deux méthodes quantitatives et que vous ne faites pas des analyses de ROC, c'est très difficile d'avoir des conclusions qui sont réellement substantiées par vos résultats. Et ceci, c'est important parce qu'on voit quand même que lorsque vous utilisez le total versus le corrigé, vous avez 15% de faux négatifs en moins. Et ici, on parle d'une différence absolue. En relatif, ça fait 2 fois moins. Et c'est quand même des ordres de grandeur assez importants et souvent suffisamment importants pour que vous puissiez avoir des différences significatives sous vos aires sous la courbe si vous faites du ROC. Donc globalement, un design et un résultat probablement insuffisant en l'état pour induire un changement de pratique. Donc si on considère ceci à la lumière de l'ensemble de la littérature, on peut au mieux considérer qu'il s'agit d'un niveau de B, classe 2A d'évidence. Ça pourrait même être un niveau C si on considère que c'est la première étude de grande échelle, etc. Mais ça reste néanmoins un excellent rappel que le calcium corrigé n'est pas un surégot adéquat du calcium ionisé et qu'il ne faut pas l'utiliser en tant que tel, spécifiquement dans les situations à risque où on pense que ça serait particulièrement utile. Donc à la question de savoir s'il faut corriger le calcium ou plutôt nos habitudes, eh bien on n'a pas encore de réponse, mais c'est certainement une affaire à suivre avec nos collègues du métabolisme phosphocalcique, ce d'autant plus que nos données internes montrent clairement qu'on est quasiment sur un copier-coller des résultats qui ont été publiés dans cette étude. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention et je reste à votre disposition pour des questions.